L'histoire commence avec une jeune femme nommée Ji-yeon, qui vient d'une famille pauvre. Pour subvenir à ses besoins, elle est obligée de travailler. Le jour de son premier jour comme réceptionniste dans un centre commercial, elle fait une erreur. Elle traite un client VIP comme un client normal, sans se rendre compte de son importance. Une voiture qui était sur le point de partir fait soudain marche arrière, et à l'intérieur se trouve le fils d'une famille très riche. Il fait un signe de la main. Ji-yeon se précipite tout de suite, s'agenouille sur un genou, et demande s'il y a un problème. Mais l'homme lui demande si elle n'a pas remarqué la plaque d'immatriculation de sa voiture. Ji-yeon regarde vite et comprend alors qu'il est un invité très important. Elle réalise qu'elle lui a mal indiqué le chemin tout à l'heure, et elle s'excuse rapidement. Pourtant, l'homme riche refuse de lui pardonner. Selon lui, Ji-yeon ne lui a pas fait les bons gestes de la main, et cela montre un manque de respect. Ji-yeon est choquée, mais elle garde son calme et affiche un grand sourire. Elle refait parfaitement les gestes d'accueil avant que la voiture reparte. Mais sa collègue, furieuse, murmure que cet homme est fou. Malheureusement, il l'entend, se met en colère, et sort de la voiture. Pensant à tort que c'est Ji-yeon qui a parlé, il s'en prend à elle. Sa collègue essaie de tout expliquer, mais au lieu d'écouter, l'homme pousse la collègue violemment au sol. En voyant son ami blessé, Ji-yeon, habituellement très respectueuse des règles, perd patience et commence à s'opposer à cet homme arrogant, ce qui le met encore plus en colère. À ce moment-là, le directeur du centre commercial arrive après avoir été informé du bruit. Il gronde directement Ji-yeon et lui demande de s'excuser. En fait, cet homme riche n'est pas n'importe qui, c'est Suho, le deuxième fils du président qui possède le centre commercial. Si la situation dégénère, tout le monde pourrait perdre son emploi, y compris le directeur. Pour éviter que sa collègue ait des problèmes, Ji-yeon accepte de s'excuser. Mais Suho, arrogant comme jamais, n'est toujours pas satisfait. Ji-yeon lui demande ce qu'il veut de plus, qu'elle se mette à genoux. À sa grande surprise, le directeur lui ordonne de le faire. Sans autre choix, Ji-yeon s'agenouille devant Suho et lui demande pardon. En la voyant au sol, Suho commence à se sentir un peu coupable. Il part sans dire un mot. En réalité, Suho n'est pas méchant sans raison. Sa famille lui a arrangé un mariage avec Cheya, la fille d'une autre famille riche. Il ne l'aime pas, mais il n'a pas le choix. Frustré par cette vie imposée, il a craqué et s'est défoulé sur Ji-yeon. Sans qu'il ne s'en rende compte, quelqu'un a filmé Ji-yeon en train de s'agenouiller et a posté la vidéo sur Internet. Elle devient vite virale, et la valeur des actions de l'entreprise chute. Monsieur Shawn, le père de Suho et président de l'entreprise, entre dans une colère noire. Il demande à son fils s'il a fait ça parce qu'il refuse ce mariage. Suho, incapable de se défendre, promet de régler la situation. Il retourne alors voir Ji-yeon. Fidèle à lui-même, il arrive avec 2 liasses de billets pour lui donner comme compensation. Il pense que Ji-yeon a fait exprès de s'agenouiller et de publier la vidéo pour obtenir de l'argent. Mais même si elle vient d'un milieu modeste, Ji-yeon déteste les gens comme lui. Elle lui explique fermement qu'elle s'est agenouillée pour protéger sa collègue, pas pour de l'argent. Alors qu'ils sont en train de se disputer, Suho a soudain très mal à la tête, vomit, puis s'évanouit. Ji-yeon, inquiète, l'emmène tout de suite à l'hôpital. Plus tard, en cherchant son téléphone pour prévenir sa famille, elle tombe sur les 2 liasses de billets. Même si elle avait déjà refusé l'argent et ne compte pas le voler, elle ne veut pas le laisser traîner. Pour plus de sécurité, elle décide de le garder temporairement. Quand Suho se réveille, le médecin lui annonce une nouvelle bouleversante. Il a un cancer en phase terminale et il lui reste environ 6 mois à vivre. Complètement abattu, Suho quitte l'hôpital. Il croise Ji-yeon, venu régler la facture, mais il est trop choqué pour lui parler. Suho a l'impression que sa vie s'écroule, mais il garde tout pour lui. Même s'il est l'héritier d'une des familles les plus riches de Corée, il trouve sa vie vide et sans intérêt. Il fait tout, sortir, faire la fête, rester fiancé avec Cheya, uniquement pour sauver les apparences. Derrière cette image parfaite, Suho souffre d'une pression énorme et d'un profond sentiment d'injustice. Il est rempli de colère, de peur, de tristesse, mais il n'a personne à qui parler. Il en veut au monde entier. Pourquoi lui? Pourquoi doit-il mourir si jeune? Même si tout le monde finit par mourir un jour, pour lui, vivre en comptant chaque jour qui passe est insupportable. Dans cette routine, Suho enchaîne les dîners, les fêtes, les événements et les anniversaires, surtout avec sa fiancée. Le jour de son anniversaire,
son assistant personnel lui offre un collier de diamants de 100 carats. Faisant semblant d'être amoureux, Suho passe le collier autour du cou de Shea, juste pour faire plaisir aux journalistes présents. Mais dès qu'ils s'en vont, il laisse tomber le masque. En colère, il jette son verre par terre et hurle à Shea de sortir de sa vie. Pendant ce temps, l'anniversaire de Ji-yeon est beaucoup plus simple. Son petit ami, Min-sok, lui offre un cadeau modeste, mais elle est sincèrement heureuse. Quand Min-sok lui propose de repousser leur mariage pour préparer un meilleur avenir, elle accepte sans hésiter. Le soir même, Shea reçoit un appel de Suho. Contente, elle se précipite chez lui. Mais en ouvrant la porte, elle tombe sur une femme ivre, en robe de soirée rouge. En entrant dans la maison en désordre, elle voit Suho complètement saoule, endormie sur le lit. Elle est choquée et blessée. La femme en rouge explique rapidement qu'il ne s'est rien passé entre elle et Suho. Il l'a juste payée pour qu'elle fasse une mise en scène devant Shea. Et en effet, c'est la vérité. Depuis qu'il a appris sa maladie, Suho se noie dans l'alcool pour oublier sa douleur. La femme se moque même de lui, disant qu'il n'a sûrement pas envie d'épouser Shea. Ces mots touchent Shea en plein cœur. Furieuse, elle prend son sac et frappe la femme avec. Suho n'a aucun sentiment pour Shea. Mais être humiliée par une escorte fait exploser la colère de Shea. La femme ne répond pas, elle encaisse tout en silence, juste pour l'argent. Mais Shea, toujours en rage, prend une liasse de billets et la jette dans la piscine, comme pour l'humilier encore plus. Ensuite, elle s'en va furieuse. En marchant dans le couloir, Shea remarque que son sac est taché de sang, et sans hésiter, elle le jette à la poubelle. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, la femme en robe rouge, Ji-yeon, essuie ses larmes. Elle n'a pas le temps de penser à l'humiliation qu'elle vient de vivre. Paniquée, elle court vers la piscine pour récupérer l'argent qui flotte à la surface. Mais en se penchant, elle est prise de vertige et tombe dans l'eau. Ji-yeon, qui était autrefois une fille sage, a dû travailler pour aider sa famille pauvre. Elle partageait un lit superposé avec sa grande sœur, et cette sœur, c'était Ji-yeon. Elle se disputait souvent pour des choses bêtes, comme qui devait éteindre le réveil. Mais Ji-yeon montrait toujours son amour en préparant le petit déjeuner pour Ji-yeon chaque matin. Malheureusement, leur mère était accro aux jeux d'argent. Elle dépensait tout l'argent de la famille et s'était même endettée lourdement. Des gens venaient souvent à la maison pour réclamer leur argent. La famille ne survivait que grâce au petit salaire de Ji-yeon. Mais leur mère a pris les 10 millions de wons que Ji-yeon avait économisés pour Suho et les a encore perdus au jeu. Leur maison allait être saisie par les créanciers. À cause de ça, Ji-yeon, qui était encore étudiante, a accepté un travail de nuit dans un club pour rembourser les dettes. Malheureusement, dès son premier soir, elle a perdu la vie. De son côté, quand Suho s'est réveillé de sa sieste, il a vu la femme qu'il avait appelée la veille flotter, inerte, dans la piscine. Il l'a appelée plusieurs fois sans réponse, et il a vite compris que quelque chose n'allait pas. Il a plongé dans l'eau pour la sauver, mais c'était déjà trop tard. Elle ne respirait plus. Au même moment, Min-sok, l'avocat de la famille de Suho, est arrivé avec son supérieur. En voyant la scène, Min-sok a été choqué de reconnaître la sœur de Ji-yeon. Il a fixé Suho, sans y croire. Mais comme Suho était complètement ivre la veille, il ne se souvenait de rien. Quand elle a appris la nouvelle, Ji-yeon s'est précipitée sur les lieux. En découvrant le corps de sa sœur, elle s'est effondrée, en larmes, incapable d'accepter qu'elle soit partie aussi brutalement. Min-sok a trouvé un stylo sur place, un stylo qu'il reconnaissait, car il l'avait offert à Shea. Il a commencé à avoir des doutes, mais il n'a rien dit. Peu après, le corps de Ji-yeon a été emporté, et Suho a été convoqué pour être interrogé. Mais il a été relâché très vite. On voyait bien que sa riche famille avait tout arrangé en coulisses. Quand Suho est rentré chez lui, son père lui a demandé s'il était vraiment impliqué dans l'affaire. Suho a répondu froidement que ça n'avait pas d'importance, puisque son père avait déjà décidé ce qu'il pensait. En tant que premier témoin, Min-sok et son supérieur ont été appelés par M. Shawn pour faire leur déposition. Min-sok, en repensant au stylo, a soupçonné Shea d'être lié à l'affaire. Mais devant M. Shawn, il a juste dit qu'il avait vu une blessure sur la tête de la victime. Il a laissé entendre que Suho, ivre, avait peut-être frappé Ji-yeon par accident et qu'elle était tombée dans la piscine. En entendant cela, M. Shawn leur a donné 2 chèques en blanc pour régler ça rapidement. Plus tard, Min-sok a confronté Shea en lui montrant le stylo retrouvé sur les lieux.
Il lui a demandé si elle était venue cette nuit-là. Sheya a nié fermement. Et quand il a insisté, elle a répondu avec défi qu'il pouvait très bien donner le stylo à la police ou à Monsieur Shawn, elle n'avait rien à se reprocher. Mais en rentrant chez lui, Min-sok a repensé à ce qu'avait dit Monsieur Shawn. D'un côté, il y avait Ji-yeon, la femme qu'il aimait depuis longtemps. De l'autre, une énorme somme d'argent. Déterminé à connaître la vérité, il a décidé de vérifier les caméras de l'hôtel. Il a fini par découvrir que Sheya était bien entrée dans la chambre de Suho cette nuit-là. Il lui a montré une clé USB avec les seules images restantes, car la mémoire de la caméra avait été effacée. Avec cette preuve, Sheya a fini par avouer qu'elle était là et qu'elle avait frappé Ji-yeon à la tête. À ce moment-là, Min-sok a compris que Ji-yeon était morte, indirectement, à cause de Sheya. Désemparée, elle lui a demandé quoi faire. Mais Min-sok lui a dit qu'il allait s'en occuper et lui a remis la clé USB. Peu après, Min-sok a retrouvé Ji-yeon et lui a dit que sa sœur était seule à l'hôtel cette nuit-là. Il n'a mentionné personne d'autre. Pendant ce temps, à la police, quand on a demandé à Suho s'il se souvenait de quelqu'un d'autre, il a repensé à son appel à Sheya pour lui dire qu'il ne voulait plus se marier avec elle. Mais il a menti en disant qu'il ne se rappelait de rien. Plus tard, Suho a confronté Sheya et lui a demandé si elle était vraiment venue chez lui après son appel. Gardant son calme, elle a nié et a même inventé qu'elle était avec un autre homme ce soir-là. Suho est resté sans voix. Il savait qu'il ne l'avait jamais vraiment bien traité. Ensuite, son secrétaire lui a donné un dossier contenant le testament de Ji-yeon, qu'ils avaient trouvé en secret. En colère que le secrétaire ait enquêté dans son dos, Suho l'a réprimandé. Mais une fois seul, il a lu le document et a découvert, choqué, que Ji-yeon était la sœur de Ji-yeon. Le lendemain, Ji-yeon a reçu un rapport de la police disant que sa sœur était morte d'une overdose. Refusant de croire cette version, elle s'est précipitée au commissariat, en larmes, en suppliant les policiers de continuer l'enquête. La police lui a alors montré le téléphone de Ji-yeon, avec un message jamais envoyé qu'il prenait comme une lettre d'adieu. Mais Ji-yeon ne voulait pas y croire. Elle a supplié, en pleurant, qu'on n'abandonne pas l'affaire. En voyant cela, le chef de la police a passé son chemin, mais Ji-yeon l'a attrapé, le suppliant de ne pas classer l'affaire. Suho, qui se trouvait là à ce moment, a vu Ji-yeon assise par terre, en train de pleurer. Cette image lui a rappelé la mort de sa propre mère, quand il était enfant. Il s'est senti aussi impuissant qu'à l'époque. Il a commencé à se demander s'il avait une part de responsabilité dans la mort de Ji-yeon. Ne sachant plus vers qui se tourner, Ji-yeon a demandé de l'aide à Min-sok pour découvrir la vérité. Mais Min-sok lui a assuré que Ji-yeon avait bien fait ce geste désespéré, et il lui a même donné le contact de quelqu'un qui pourrait lui en dire plus. En suivant l'adresse, Ji-yeon a rencontré un homme blond, Kang In-bom. Il lui a dit que Ji-yeon travaillait comme prostituée dans son établissement depuis des années. Il a ajouté que, chaque fois que la famille avait besoin d'argent, Ji-yeon se plaignait de sa vie et disait qu'elle voulait que tout s'arrête. Le cœur brisé, Ji-yeon est retourné aux funérailles de sa sœur. En arrivant aux funérailles, un employé a informé Ji-yeon que quelqu'un avait déjà payé tous les frais. Espérant voir cette personne, elle s'est précipitée pour la retrouver, pensant que c'était Min-sok, mais elle n'a vu personne. En réalité, c'était Suho qui avait tout payé en secret. Il observait Ji-yeon de loin, rongé par la culpabilité. Il ne savait toujours pas s'il avait vraiment une part de responsabilité dans la mort de Ji-yeon. À chaque fois qu'il voyait Ji-yeon pleurer, il se sentait encore plus mal. Comme il lui restait peu de temps à vivre, Suho a décidé de mener sa propre enquête. Il a engagé des experts pour récupérer les vidéos supprimées de l'hôtel. Malheureusement, les images restaurées ne montraient rien d'utile. Ce que Suho ignorait, c'est que tout avait été manipulé par Min-sok, le faux témoignage de Kang In-bom, le message trafiqué dans le téléphone de Ji-yeon, et la seule preuve vidéo avait été jetée à la mer par Sheya. Même si la police a conclu que Ji-yeon avait mis fin à ses jours, Ji-yeon refusait de croire à cette version. Prête à tout pour connaître la vérité, elle a demandé une autopsie. Mais Min-sok a vite été mis au courant. Étrangement, il est resté très calme, comme si ça ne l'inquiétait pas du tout. Le corps de Ji-yeon a été emporté par la police, pendant que Ji-yeon, assise sous la pluie, se sentait complètement détruite. Elle ne se doutait pas une seconde que la personne derrière toute cette tragédie était Min-sok, son petit ami depuis 6 ans. Plus tard, Ji-yeon a pris son courage à 2 mains et a assisté à toute l'autopsie, retenant ses larmes et sa peur en attendant les résultats. Quand le rapport est enfin tombé,
Elle a eu du mal à croire ce qu'il disait. Il parlait d'un traumatisme à la tête et d'une noyade après avoir bu de l'alcool. Le rapport avait clairement été modifié par Min-sok. Même si Ji-yeon n'y croyait pas, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter les résultats. Après avoir fait incinérer le corps de sa sœur, elle est rentrée chez elle, complètement perdue. À sa grande surprise, un homme d'âge moyen cuisinait des nouilles dans sa cuisine. Il lui a expliqué que sa mère avait mis la maison en garantie pour rembourser ses dettes. En voyant les documents qu'il tenait, Ji-yeon a compris, choqué, que sa mère avait non seulement contracté une énorme dette, mais avait aussi engagé leur maison. En rangeant ses affaires pour partir, Ji-yeon est tombée sur un cadeau d'anniversaire que Ji-eun avait préparé pour elle. Elle a été submergée par la douleur. Juste au moment de sortir, l'homme s'est mis en travers de son chemin avec un regard menaçant. Elle l'a repoussé et a tenté de s'enfuir, mais il l'a poursuivi. Soudain, Suho est arrivé et s'est interposé. Sans savoir où aller, Ji-yeon s'est assise au bord de la route, le cadeau de sa sœur dans les bras. Les souvenirs heureux lui revenaient si fort qu'elle a souri pour la première fois depuis longtemps. Mais son sourire s'est vite transformé en larmes incontrôlables. Suho l'observait depuis sa voiture, inquiet. Ji-yeon marchait seule sous la pluie battante, laissant les gouttes couler sur son visage. Elle se sentait perdue dans un monde trop vaste, sans aucun repère. La perte de sa sœur et l'abandon de sa mère l'avaient laissée sans rien. Voyant son désespoir, Suho est sorti de sa voiture, a traversé la rue et l'a serré fort dans ses bras. Furieux, Suho lui a demandé si elle avait abandonné la vie. Les yeux vides, Ji-yeon lui a avoué qu'elle était fatiguée d'un monde où ceux qui veulent vivre n'ont plus de temps, et ceux qui veulent mourir n'en trouvent pas le moyen. La pluie tombait encore plus fort, comme si le ciel pleurait avec eux. Le regard de Suho s'est adouci. Il savait que son temps était compté, et il voulait protéger Ji-yeon autant qu'il le pouvait. Ji-yeon était surprise par l'inquiétude soudaine de Suho, mais il a caché ses vrais sentiments. Il a simplement dit qu'elle lui devait 10 millions de wons, alors il devait veiller sur elle. Ji-yeon lui a promis qu'elle le rembourserait, alors il ne devait pas s'inquiéter. Mais en la voyant si fragile, Suho n'était pas rassuré. Il a insisté pour qu'elle monte dans sa voiture, de peur qu'elle ne fasse quelque chose de grave. Ce que Suho ne savait pas, c'est qu'une tempête encore plus grande approchait. Son demi-frère, Suchol, préparait un plan pour le détruire. En tant qu'héritier de la famille Shon, Suchol avait réuni plusieurs journalistes pour dévoiler les soupçons autour de la mort de Ji-eun. Prêt à sacrifier Suho pour prendre sa place, il n'avait aucune pitié. Min-sok a tenté de l'arrêter, le suppliant de ne rien révéler. Il savait que si la vérité sortait, lui aussi tomberait. Quand Cheya a appris le plan, elle a menacé Suchol de révéler qu'il avait utilisé une fausse identité pour acheter des parts de l'entreprise en cachette. Mais Suchol n'a pas eu peur, au contraire, il l'a encore plus provoqué. En entendant parler de la conférence de presse, Suho a dit à Ji-yeon de rester dans la voiture pendant qu'il y allait. Quand les deux frères se sont retrouvés face à face, l'ambiance était tendue. Suho a demandé à Suchol ce qu'il voulait. Sans hésiter, il a répondu qu'il voulait 50% de ses parts. S'il acceptait, il promettait de garder le secret. Tout le monde attendait la réponse de Suho. Mais il s'est mis à rire et lui a dit de tout dévoiler. Comme il n'avait plus rien à perdre, il n'avait plus peur. Suho est monté sur scène, prêt à dire la vérité aux journalistes. Mais à ce moment-là, Ji-yeon est entré dans la salle. Suho, qui était si sûr de lui quelques instants avant, s'est arrêté net. De l'autre côté, Min-sok a aussi vu Ji-yeon. Son regard était rempli de douleur, son visage exprimait un mélange de tristesse et d'impuissance. Les mots de Suho sont restés coincés dans sa gorge. Finalement, il n'a rien dit. Suchol était furieux. Sans se soucier des gens autour, Suchol s'est jeté sur lui, l'a attrapé et l'a poussé violemment hors de la scène. Les journalistes ont tout filmé, leur flash illuminant la salle. Dans la cohue, Ji-yeon et Cheya sont tombés au sol. Mais au lieu d'aider Ji-yeon, son petit ami Min-sok est resté auprès de Cheya, la protégeant. Pendant ce temps, Suho a réussi à fuir la scène sans répondre aux questions des journalistes. Il est monté dans sa voiture et est parti à toute vitesse. L'incident est rapidement arrivé aux oreilles de Monsieur Shon. Fou de rage en apprenant ce que son fils aîné avait fait, il a jeté son verre de vin, mais c'est Min-sok qui a été touché à la tête. Le sang coulait sur son visage, mais il n'a rien dit. De son côté, Suho est parti chercher Ji-yeon.
Il lui a soigné doucement la main blessée, puis l'a emmenée dans son restaurant. Sachant qu'elle n'avait rien mangé, il a commandé plein de plats différents, ne sachant pas ce qu'elle aimait. Mais comme elle n'a touché à rien, Suo a appelé le chef et lui a demandé de tout jeter. Ne voulant pas gaspiller la nourriture, Ji-yeon s'est finalement mise à manger. Même si Suo paraissait indifférent, on voyait bien qu'il se souciait vraiment d'elle. Plus tard, quand Ji-yeon s'est endormie, Suo l'a doucement couverte avec une couverture. Mais le lendemain matin, il est redevenu froid et distant, et il lui a fait signer un papier pour rembourser les 10 millions de wons. En réalité, son vrai but était de pouvoir garder un œil sur elle. Ensuite, Suo est allé chez Ji-yeon pour régler toutes les dettes de sa mère, ce qui lui a permis de récupérer la maison. Il a aussi profité de l'occasion pour obtenir des infos sur la mère de Ji-yeon auprès du créancier. Un peu plus tard, Suo a confronté Min-sok, lui reprochant de ne pas avoir soutenu Ji-yeon pendant ces moments difficiles. Mais le regard de Min-sok envers Ji-yeon avait changé. Pour lui, elle n'était plus la même. Quand ils se sont revus, Min-sok ne lui parlait plus avec tendresse. Min-sok a ensuite conduit Ji-yeon à l'endroit où sa mère était retenue. Il lui a révélé qu'elle avait été arrêtée pour escroquerie. Maintenant que les dettes étaient payées et la maison récupérée, Ji-yeon pouvait aller voir sa mère librement. Quand elle lui a demandé comment il avait trouvé l'argent, Min-sok a juste répondu qu'il voulait rompre. Même après 6 ans ensemble, il a prononcé ces mots sans aucune émotion. Choqué, Ji-yeon a voulu savoir à quel moment ses sentiments avaient changé, mais Min-sok a refusé de répondre. Sans un mot de plus, il est parti, la laissant seule, perdue. Sa sœur était morte, son copain venait de la quitter froidement. Et ses larmes ne s'arrêtaient plus. De loin, Suo regardait la scène, le cœur serré. Entre-temps, la mère de Ji-yeon est enfin sortie de prison. Mais en apprenant la mort de sa fille cadette, Ji-yeon, elle s'est effondrée. En voyant les cendres de Ji-yeon, elle n'arrivait pas à croire qu'en quelques jours d'enfermement, sa fille bien-aimée avait disparu à jamais. Elle a transformé sa tristesse en colère et a accusé Ji-yeon d'avoir organisé un enterrement trop simple. Épuisé, Ji-yeon a fini par lui dire la vérité. Ji-yeon travaillait dans un endroit illégal pour rembourser les dettes de leur mère. C'est comme ça qu'elle avait perdu la vie. Mais sa mère a refusé d'y croire. Elle a pris son sac et elle est partie. Plus tard, la mère de Ji-yeon est allée voir Tae-son, l'homme d'âge moyen qui lui avait prêté de l'argent autrefois. Il lui avait dit, sur un ton de blague, que si elle avait besoin d'argent, elle pouvait lui envoyer Ji-yeon. À l'époque, elle pensait qu'il plaisantait. Jamais elle n'aurait cru que sa fille finirait là-bas, sacrifiant sa vie pour leurs dettes. Mais maintenant, Tae-son disait que tout ça n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, selon lui, c'était de découvrir la vraie cause de la mort de Ji-yeon. Il semblait en savoir plus. La mère de Ji-yeon a essayé de le faire parler, mais l'homme est resté muet. De son côté, Ji-yeon travaillait quand la directrice lui a demandé d'aider un client VIP. Elle devait porter les sacs d'une femme riche et les apporter à son petit ami. Mais quand elle l'a vu, elle est restée figée. C'était Min-sok, son ex, celui qui l'avait quitté la veille. Et aujourd'hui, il tenait la main de Cheya, une femme fortunée. À cet instant, Ji-yeon a compris pourquoi il l'avait quittée. Cheya choisissait un costume cher pour Min-sok, mais Ji-yeon n'a pas pu s'empêcher de dire qu'un style plus ajusté lui irait mieux. Cheya l'a regardé, ayant l'impression de l'avoir déjà vu, sans savoir d'où. Quand Cheya est allée aux toilettes, Min-sok a essayé de s'expliquer avec Ji-yeon. Mais elle l'a coupé, lui disant que sa vie ne la concernait plus. Quand Cheya est revenue, elle a vu son fiancé, Suo, dans le même magasin. Elle a vite tiré Min-sok à l'écart. Mais Ji-yeon, chargé des sacs, a perdu l'équilibre et est tombé. Suo, qui passait par là, a tout vu. Il a lancé quelques remarques sarcastiques, puis en a profité pour dire qu'il avait besoin d'une employée, et il a entraîné Ji-yeon avec lui, laissant Cheya perplexe. C'est à ce moment-là que Cheya s'est souvenue de Ji-yeon. Elle était la sœur de Ji-yeon, la fille qu'elle avait blessée, celle qui était apparue à la conférence de presse. Pendant ce temps, Min-sok est retourné à son bureau. Il y a trouvé un bouquet de fleurs et une petite boîte. Dedans, une clé USB avec une vidéo de la nuit où Ji-yeon est morte. En regardant la vidéo, Min-sok, d'habitude si calme, s'est mis à trembler. Il a ensuite reçu un appel d'un inconnu, qui lui a dit qu'il savait que Min-sok avait caché la vérité. L'inconnu le faisait chanter, il devait suivre ses ordres. Il s'est retrouvé dans une voiture, face à Tae-son. C'était lui qui,
en utilisant le nom de Min-sok, avait engagé quelqu'un pour installer une caméra cachée près de la piscine. Elle avait filmé Cheya en train d'agresser Ji-eun. Taeson savait que Min-sok avait couvert l'histoire. Il voulait maintenant profiter de la situation. Il l'a menacé de diffuser la vidéo s'il ne soutirait pas 1 milliard de wons à Cheya. De son côté, Suho est allé chez son médecin pour faire le point. Le verdict était sans appel. Il n'y avait aucun moyen de prolonger sa vie. Mais au lieu de se mettre en colère, il a souri tristement et est sorti, décidé à profiter du temps qui lui restait. Peu après, Ji-eun l'a rejoint, le suppliant de l'aider à découvrir la vérité sur la mort de sa sœur. Suho ne savait pas s'il voulait vraiment la protéger ou s'il avait juste pitié d'elle. Finalement, il a décidé de tout laisser tomber et de vivre ses derniers jours seul. Mais la mère de Ji-eun, toujours en quête de réponse, est retournée voir Taeson. Elle ne voulait pas abandonner. Après seulement 3 bières, Taeson s'est écroulé, complètement ivre. Inquiète, Ji-eun est partie à sa recherche. Soudain, de forts coups ont retenti. Elle et sa mère se sont cachés sous une table. Des hommes sont entrés en force, menés par In-bom. Ils exigeaient que Taeson leur donne la vidéo filmée près de la piscine. Cachés, Ji-eun et sa mère ont tout entendu. Pendant ce temps, Min-sok s'enfonçait de plus en plus. Le technicien qui avait installé la caméra l'a retrouvé. Il lui a demandé 1 milliard de wons pour garder le silence. Acculé, Min-sok a demandé l'argent à Cheya, qui a accepté sans discuter. Cette nuit-là, Cheya s'est sentie encore plus proche de lui, reconnaissante qu'il ait couvert l'affaire. À l'aéroport, dans la foule, Suho était là, perdu dans ses pensées. Il savait que ce serait peut-être la dernière fois qu'il y mettait les pieds. Mais alors qu'il s'apprêtait à monter dans l'avion, Ji-eun est arrivée en courant, l'empêchant de partir. Elle le suppliait de l'aider, en lui disant que la vidéo de la piscine contenait la vérité sur la mort de sa sœur. En entendant ça, Suho a hésité. Il voulait vraiment savoir ce qui s'était passé, alors il a pensé à ne plus partir. À la place, il a proposé de payer 100 millions de wons pour acheter la vidéo. Mais à cause de la cupidité des autres, le prix est monté à 1 milliard. Taeson a alors organisé une rencontre entre Suho et Min-sok. Pendant ce temps, la mère de Ji-eun a suivi Taeson en cachette jusqu'à sa planque. Une fois face à lui, elle a aspergé d'essence et a allumé une allumette, menaçant de tout faire sauter. Pris de panique, Taeson a fini par lui donner la clé USB contenant la fameuse vidéo. Mais en réalité, il ne cherchait pas la justice, il voulait juste de l'argent. De son côté, Min-sok a prévu un rendez-vous avec In-bom pour lui remettre le milliard en échange de la vidéo. Le soir du rendez-vous, Taeson est venu avec la mère de Ji-eun. Quand elle a vu que Min-sok, l'ex-petite amie de sa fille, faisait partie des coupables, elle était sous le choc. Soudain, In-bom a foncé en camion droit sur la voiture où se trouvaient Taeson et la mère de Ji-eun. Il voulait récupérer la clé USB sans rien payer. Mais la voiture a explosé sous le choc. Furieux d'avoir tout perdu, In-bom est reparti les mains vides. Min-sok, lui, est resté calme en apparence, mais au fond, il était soulagé. Il pensait que tous ses problèmes étaient enfin derrière lui. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps. Min-sok a ramassé une pierre et a frappé In-bom à la tête, pour être sûr qu'il ne reste aucun témoin. En un instant, Ji-eun a perdu 2 personnes chères à son cœur. Sa petite sœur, qui avait travaillé dans un club pour rembourser les dettes de la famille, était morte dans des circonstances tragiques. Et maintenant, sa mère, tout juste sortie de prison, avait trouvé la mort en cherchant la vérité. Ces pertes ont brisé le cœur de Ji-eun. Incapable d'accepter la réalité, elle est montée sur le toit d'un immeuble, prête à faire une folie. Mais Suho, qui la surveillait en secret, est arrivé à temps. À ce moment-là, on revient en arrière. On voit Suho, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Ji-eun, grimper par la fenêtre chez elle. Une fois entré, le silence pesant dans l'appartement lui a rappelé un moment douloureux de son enfance, quand il avait découvert la mort de sa mère. Inquiet, il a couru jusqu'à la salle de bain et a ouvert la porte. Juste au moment où Ji-eun en sortait. Soulagé mais en colère, il l'a réprimandé pour ne pas avoir répondu à ses appels. Ji-eun lui a simplement dit qu'elle prenait sa douche et lui a demandé de partir. Mais elle n'a pas pu retenir ses émotions plus longtemps. Elle s'est effondrée en larmes sur le sol. Suho avait eu raison de s'inquiéter. Elle pensait vraiment faire une bêtise. Mais sa présence l'a arrêtée à temps.
Le simple fait qu'il frappe à la porte l'avait ramené à elle. Le danger n'était pas encore passé. Ji-yeon est allée à la piscine où sa sœur était morte. Elle a bu un peu d'alcool et repensé aux bons moments passés avec elle, comme si c'était hier. Dans sa peine, elle a appelé Suho pour s'excuser de ne pas pouvoir rembourser les 10 millions de wons et le remercier pour tout. Quelque chose dans sa voix a alerté Suho. Inquiet, il lui a parlé doucement tout en courant dans sa direction. En chemin, une voiture l'a percuté de plein fouet, le projetant au sol. Même blessé, il n'a pas abandonné, il devait la sauver. En rassemblant ses dernières forces, il a couru jusqu'à elle, arrivant juste à temps. En voyant qu'elle était sur le point de sauter, il l'a rejoint sur le toit. Là, Suho a commencé à parler de ses propres blessures, de tout ce qu'il portait en lui depuis l'enfance. Il a raconté comment sa mère était morte et comment son père l'avait toujours accusé. Trop de douleur en lui, il a fini par craquer et pleurer. Touché par ce qu'il ressentait, Ji-yeon a senti sa peine à lui aussi. À un moment, Suho a dit qu'il sauterait avec elle. Spontanément, Ji-yeon l'a retenu. En se tirant tous les deux, ils ont fini par tomber dans l'escalier du toit. Même si ce n'était pas très haut, cette chute a changé sa façon de voir la vie. Un peu plus tard, Ji-yeon a décidé de quitter la maison pleine de souvenirs douloureux pour emménager chez sa meilleure amie. Mais surprise, le premier jour dans son nouvel appart, elle a découvert que Suho vivait juste à côté. Choquée, elle s'est demandé pourquoi il la suivait partout. Le lendemain matin, Suho lui a envoyé un petit-déj super chic, préparé par un chef. En retour, Ji-yeon l'a invité à dîner chez elle avec un plat fait maison. À partir de ce jour-là, leur lien a commencé à se renforcer. Comme leurs appartements étaient séparés par un mur fin, ils pouvaient s'entendre parler facilement. Ji-yeon a même pensé que Suho avait choisi exprès un appart mal insonorisé, mais lui, il a juste souri et sorti une excuse. Avec le temps, Ji-yeon a compris qu'elle n'avait jamais été vraiment seule. Suho avait toujours été là, même s'il râlait souvent. Il avait apporté dans sa vie une chaleur qu'elle n'avait jamais remarquée avant. Ensemble, ils ont décidé de découvrir la vérité sur la mort de Ji-yeon. Ji-yeon a cherché des témoins près du lieu de l'accident, pendant que Suho enquêtait là où travaillait In-bom. Grâce au témoignage d'une femme du club, Suho a appris qu'In-bom avait présenté Ji-yeon à ce monde dangereux. Après l'accident, In-bom avait reçu une grosse somme d'argent et s'était acheté une voiture. Plus tard, la police a annoncé qu'In-bom était responsable de la mort de la mère de Ji-yeon. Mais Suho trouvait ça louche. Il a vérifié les appels d'In-bom et a découvert qu'il parlait souvent avec Min-sok. De son côté, Min-sok a demandé 1 milliard de wons à Cheya sans donner de raison. À sa grande surprise, elle a accepté. Il l'a alors emmenée chez un agent de sécurité, là où se trouvait la vraie vidéo de l'accident. Là-bas, Min-sok a accusé le garde d'être responsable de la mort de 3 personnes juste parce qu'il avait gardé la vidéo. Il a jeté une valise pleine d'argent au sol et lui a ordonné de disparaître. En plus, il l'a menacé froidement. S'il y avait des problèmes plus tard, sa famille serait la prochaine cible. Cheya, qui avait tout vu depuis l'entrée, était terrifiée. Elle n'aurait jamais imaginé que Min-sok, toujours poli et charmant, puisse être aussi cruel. Pourtant, le lendemain, elle est revenue comme si de rien n'était. Elle a même présenté Min-sok à un directeur de chaîne télé et lui a offert un cadeau. Mais quand Min-sok a ouvert la boîte chez lui, il a paniqué. C'était une cravate, la même qu'il portait quand il avait tué In-bom. Elle était tombée dans le ravin avec lui. Et maintenant, elle était revenue. Convaincue de l'avoir bien caché, Min-sok était rongé par l'angoisse. Quelques jours plus tôt, In-bom avait foncé en voiture sur celle de la mère de Ji-yeon, causant sa mort. Après l'accident, Min-sok l'avait frappé avec une brique, mais ce n'était pas fatal. Leur course-poursuite s'était poursuivie dans la montagne, où, gravement blessé, In-bom avait été poussé dans le vide par Min-sok. Dans un dernier espoir de survie, In-bom s'est accroché à la cravate de Min-sok. Mais Min-sok, qui ne voulait pas le laisser s'en sortir, a volontairement desserré la cravate, même si In-bom le suppliait. Apparemment, Min-sok avait soudoyé In-bom pour provoquer l'accident, et il savait aussi qu'In-bom était au courant de la mort de Ji-yeon dans la piscine. Pourtant, il ne comprenait pas comment la cravate avait pu se retrouver entre les mains de Cheya. Finalement, In-bom avait survécu. Même s'il voulait se venger, il avait trop peur d'agir directement, car il devait encore subvenir aux besoins de sa famille. À la place, il a révélé la vraie nature de Min-sok à Cheya. Malgré cette révélation,
Cheya se sentait toujours redevable envers Min-sok, qui avait couvert l'histoire de la piscine. Cheya n'avait aucune intention de dénoncer les crimes de Min-sok. Elle lui a simplement demandé qu'ils prennent toujours les décisions ensemble, après en avoir discuté. Pour régler le problème, elle est allée à la cachette d'Inbom et lui a donné 1 milliard de wons en liquide, en lui disant de partir loin et de ne jamais revenir. Mais cet échange a été observé en secret par Ji-yeon, qui a commencé à se douter qu'il y avait un accord louche. Pour découvrir la vérité, Ji-yeon a trouvé un travail dans un restaurant lié à Suho. Cheya n'était pas contente de la voir là, surtout qu'elle était encore fiancée à Suho. Pourtant, elle est restée polie et lui a demandé si elle s'était déjà rencontrée. Ji-yeon a répondu qu'elle l'avait aidé une fois à porter des affaires. Quand personne ne regardait, Ji-yeon a fouillé discrètement dans les documents de la société Shawn et a caché un enregistreur dans un pot à stylo. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Ji-yeon a surpris par hasard une conversation entre Suho et son frère Suchol. À ce moment-là, elle a compris qu'en réalité, derrière son sourire, Suho cachait des blessures profondes, causées par la perte de proches pendant son enfance. De son côté, Min-sok, en repensant à tout ce qui s'était passé, a compris qu'il devait agir vite contre Inbom. Il s'est rendu dans l'ancien bureau d'Inbom pour chercher quelque chose. Caché dans le plafond, il a trouvé un carnet secret. Mais au moment de repartir, Inbom l'a attaqué par surprise. Fou de rage, Inbom a étranglé Min-sok, en l'accusant d'avoir détruit sa vie et de l'avoir transformé en fugitif traqué. Avec le carnet dans les mains, Min-sok a essayé de le calmer, lui promettant de l'aider à s'enfuir. C'est seulement à ce moment-là qu'Inbom a relâché son étreinte. Ensuite, Min-sok est allé voir Suchol et lui a remis le carnet. En voyant son propre nom écrit dedans, Suchol, d'habitude si sûr de lui, a été pris de panique. Le carnet contenait la liste des acheteurs de drogue de l'ancien réseau d'Inbom. Si cette liste était révélée, Suchol ne perdrait pas seulement sa place d'héritier du groupe Shawn, il pourrait finir en prison. Min-sok a été clair. Il fallait que le nom d'Inbom soit blanchi pour éviter que leur secret soit dévoilé. De son côté, grâce à un journaliste, Ji-yeon a appris que la police avait stoppé l'enquête sur Inbom. Suho l'a appris aussi, par des avocats de sa famille. Même s'il y avait eu un meurtre, sans poursuite officielle, le crime ne serait jamais prouvé. Mais ni Ji-yeon ni Suho ne savaient que c'était Min-sok qui tirait les ficelles dans l'ombre. Pour tenir sa promesse de découvrir la vérité avec Ji-yeon, Suho est allé au commissariat et a publiquement reconnu devant les médias qu'il y avait eu de la drogue lors d'une fête passée. Il a même invité les journalistes à suivre de près l'enquête. Ces déclarations ont causé des problèmes à son entreprise, et l'attention s'est vite tournée vers Inbom, le principal suspect du meurtre de la mère de Ji-yeon. Pour faire sortir Inbom de sa cachette, Ji-yeon a volé le téléphone de Cheya et a utilisé l'historique d'appel pour lui envoyer un message. Elle lui a demandé de la retrouver à leur ancien lieu de rendez-vous, le lendemain matin à 6 heures. À cause de la pression médiatique, les policiers ont promis d'agir. Le lendemain, plusieurs policiers étaient postés à l'endroit où Inbom allait souvent. Alors qu'il se plaignait de la présence de Ji-yeon qui risquait de tout compliquer, Inbom est apparu lentement. Au même moment, il a reçu un appel de Min-sok, qui lui a ordonné de fuir immédiatement. Mais les policiers cachés ont rapidement lancé la poursuite. Ils ont fini par capturer Inbom et l'emmener en garde à vue. En apprenant ça, Monsieur Shawn est entré dans une colère noire. Il avait déjà dépensé 10 milliards de wons pour que Min-sok étouffe l'affaire, mais maintenant que Inbom connaissait la vérité sur la piscine, il a commencé à douter de la compétence de Min-sok. Pendant ce temps, Suchol a vu une opportunité et a mis un plan en place. Il a obtenu des données confidentielles de la police, révélant que le jour de l'accident de la mère de Ji-yeon, les téléphones de Suho et Ji-yeon avaient été repérés près des lieux. Profitant de l'occasion, Suchol a demandé à Min-sok d'utiliser ses preuves pour détruire Suho. Agissant rapidement, Min-sok a élaboré un plan tordu. Il allait se rendre en prison pour soudoyer Inbom et le forcer à faire de faux aveux qui feraient accuser Suho. Peu après, déguisé en avocat, Min-sok est entré au commissariat. Selon son plan bien préparé, il a convaincu Inbom de témoigner que c'était Suho qui lui avait ordonné de provoquer l'accident mortel. En échange, Min-sok lui a promis une grosse somme d'argent. Lors de son procès, Min-sok devait organiser un moyen pour qu'Inbom s'échappe. Mais s'il refusait, il passerait le reste de sa vie en prison. Sans autre choix, Inbom a accepté. Min-sok est ensuite allé voir un policier qu'il avait déjà corrompu, bouclant ainsi leur complot. Mais la suite était encore plus terrible. Le lendemain, Min-sok a donné un couteau à Inbom,
en lui disant que le moment était venu de faire l'impensable. Soudain, Min-sok s'est coupé la paume lui-même avec le couteau. Le policier à côté a aussitôt pointé son arme, rendant la scène encore plus tendue. In-bom était complètement perdu. La veille encore, Min-sok lui avait promis que s'il accusait Suho d'avoir commandité le meurtre de la mère de Ji-yeon, il l'aiderait à s'échapper. Pendant le transfert vers le tribunal, Min-sok lui avait aussi dit que les policiers étaient de leur côté, et qu'ils avaient été achetés pour l'aider à s'enfuir. Résultat, au commissariat, In-bom a fait une fausse confession en disant qu'il avait agi sur ordre de Suho. Ensuite, grâce à la complicité des policiers, Min-sok a fait monter In-bom dans un véhicule en direction du tribunal, mettant ainsi la dernière phase de leur plan en marche. De son côté, Suho, grâce à un appel téléphonique, a découvert des indices suspects liés à Min-sok. En examinant l'historique d'appel d'In-bom, il a trouvé des preuves montrant l'implication de Min-sok et il a commencé à croire que la mort de la mère de Ji-yeon était aussi liée à lui. Quelques jours avant de l'affronter, Suho avait secrètement mis un traceur sur la voiture de Min-sok. Dès qu'il a localisé sa position, il est parti sur le champ et a aussi prévenu un journaliste qui voulait révéler la vérité sur l'incident de la piscine. Pendant ce temps, une voiture de police s'est arrêtée dans un endroit isolé. In-bom a été emmené dans un lieu désert, où Min-sok l'attendait depuis longtemps. C'est à ce moment-là que Min-sok lui a dit froidement qu'il n'avait plus aucun moyen de s'enfuir. À ce moment-là, In-bom a compris que Min-sok n'avait aucune intention de le laisser partir. Sachant qu'il était piégé, il a tenté de fuir, mais Min-sok a rapidement attrapé l'arme d'un policier et lui a tiré dessus. Juste au moment où Min-sok allait tirer une deuxième fois, Suho a crié pour l'arrêter, pendant que la journaliste s'est précipitée avec sa caméra. Même pris sur le fait, Min-sok est resté calme et a dit qu'In-bom avait tenté de s'échapper et qu'il faisait juste leur travail en l'arrêtant. Voyant à quel point Min-sok mentait sans gêne, In-bom a crié que c'était Min-sok qui lui avait demandé d'accuser Suho et de provoquer l'accident qui avait tué la mère de Ji-yeon. Il a ajouté que Min-sok lui avait promis de l'aider à s'enfuir, mais qu'au final, il l'avait trahi et voulait l'éliminer pour effacer toutes les preuves. Pendant ce temps, les deux policiers présents étaient déjà morts. Min-sok, toujours calme, a continué à dire qu'In-bom inventait tout pour lui soutirer de l'argent. Mais il a ensuite prévenu que si cette histoire sortait, il serait impossible de faire la différence entre les coupables et les innocents, et que cela mettrait en danger Suho et toute la famille Shon. Avant de partir, Min-sok a conseillé à Suho de bien réfléchir avant de tout révéler. Malgré les menaces de Min-sok, la chaîne de télévision a tout de même diffusé l'interview de Ji-yeon, avec les images enregistrées de l'incident. Ce soir-là, la vérité a enfin éclaté. En voyant les infos, Min-sok était choqué. Il avait pourtant soudoyé le directeur de la chaîne, mais l'émission était quand même passée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Suho avait vu sa tentative de corruption et après son départ, était intervenu pour que tout soit diffusé comme prévu. En regardant les infos, Ji-yeon était submergée de joie. C'était enfin le moment qu'elle attendait depuis si longtemps. Quant à Suho, il était rempli d'angoisse. Le reportage contenait aussi une interview où il disait qu'il avait peut-être une part de responsabilité dans la mort de Ji-yeon. En repensant à la réaction de Ji-yeon et à la confiance qu'elle avait eue en lui, il ne savait plus comment lui faire face maintenant que toute la vérité était révélée. Après un moment de tourment intérieur, Suho a décidé d'être honnête avec Ji-yeon. Pendant qu'il cherchait les mots pour lui parler, Min-sok et Cheya discutaient aussi de la situation. Min-sok a dit à Cheya que maintenant qu'In-bom était arrêté, tous leurs secrets risquaient d'être dévoilés. Il a aussi avoué qu'il aurait voulu la protéger pour toujours, mais qu'il ne s'en sentait plus capable. Cheya lui a alors répondu qu'à partir de maintenant, elle assumerait tout. De son côté, Suho se préparait à dire à Ji-yeon qu'il était peut-être responsable de la mort de sa petite sœur. Mais juste au moment où il allait le faire, une terrible nouvelle est tombée. Le centre de détention avait pris feu, et la personne responsable de la mort de la mère de Ji-yeon avait péri dans les flammes. Après cet incident, la police a rapidement classé l'affaire, et en même temps, l'émission télé qui devait défendre les victimes a été soudainement arrêtée. Contre toute attente, Min-sok avait réussi à corrompre la chaîne avec les 10 milliards de wons donnés par M. Shon pour cacher la vérité. Quelque temps plus tard, une visiteuse inattendue est arrivée chez Ji-yeon, rallumant son espoir de découvrir la vérité sur la mort de sa sœur. C'était une amie proche de Ji-yeon, qui lui a apporté un sac à main taché de sang. Le soir de la mort de Ji-yeon, Cheya avait utilisé ce sac pour la frapper plusieurs fois à la tête. Grâce au témoignage de l'amie, Ji-yeon a appris que Min-sok lui avait donné de l'argent pour garder le silence, et qu'il l'avait aussi menacé.
Ji-yeon a tout de suite envoyé le sac au labo pour des analyses, et les résultats ont confirmé que le sang dessus était bien celui de sa sœur. Déterminée à faire éclater la vérité, Ji-yeon a contacté la journaliste qui l'aidait depuis le début. Mais elle a été choquée de découvrir que cette dernière était en contact secret avec Min-sok. En apparaissant soudain devant eux, Ji-yeon les a surpris, et tous les deux ont été visiblement mal à l'aise. Peu après, Cheya est arrivée et a décidé de tout révéler à Ji-yeon. En fait, après l'incendie du centre, Cheya avait piégé la journaliste, qui avait ensuite été promue directrice d'un département dans sa société. Sans autre choix, Ji-yeon s'est tournée vers la seule personne en qui elle avait encore confiance, Suho. Comme Cheya était toujours sa fiancée, Ji-yeon a préféré ne rien lui cacher et l'a directement accusée. En entendant l'histoire de Ji-yeon, Suho a été bouleversé. Il s'est rappelé que Cheya était bienvenue chez lui ce soir-là. Mais ce qui l'a encore plus touché, c'est que Ji-yeon ne faisait plus confiance ni à la police ni aux journalistes. Elle comptait désormais uniquement sur lui. Avec cela en tête, Suho est allée confronter Cheya. Devant les preuves, elle a été obligée d'avouer qu'elle était bienvenue chez lui cette nuit-là et qu'elle avait frappé la sœur de Ji-yeon, ce qui l'avait blessée. Mais Cheya s'est justifiée en disant qu'en tant que fiancée, elle n'avait pas supporté de voir une autre femme, habillée de manière provocante, chez son futur mari. Elle n'avait jamais pensé qu'un seul coup pourrait conduire à sa mort. Elle avait tout gardé secret par peur que Suho soit aussi impliqué. Désormais, Cheya devait faire un choix difficile, avouer la vérité et risquer d'entraîner Suho dans le scandale? Si c'était le cas, elle était prête à tout avouer. Suho lui a répondu que ce n'était pas grave, et ensemble, ils sont allés au commissariat. Par hasard, le policier qui les a accueillis était le même que celui que Min-sok avait soudoyé pour cacher la vérité. Il leur a dit que les résultats de l'autopsie étaient prêts. Bien qu'il y ait une blessure à la tête, la cause officielle du décès était la noyade. Sans preuve concrète, l'affaire ne pouvait pas être rouverte. Ne sachant plus quoi faire, Suho s'est senti impuissant. Il n'avait plus aucun moyen d'aider Ji-yeon. Décidé à trouver d'autres indices pour soutenir Ji-yeon, Suho a pris une décision radicale. Il allait épouser Cheya. Le lendemain, devant une foule de journalistes et de caméras, Suho s'est agenouillé et a présenté une bague de fiançailles à une femme qu'il n'aimait pas. Cheya savait que c'était juste un jeu de rôle, mais elle a quand même accepté la demande. Ce soir-là, ivre, Suho s'est retrouvé devant chez Ji-yeon. Submergé par l'émotion, il a tout lâché, révélant toute la douleur qu'il gardait en lui. En plein milieu de sa confession, il a été soudain pris d'un mal de tête violent. Il s'est effondré au sol, se tordant de douleur. En le voyant souffrir, Ji-yeon a couru sous la pluie pour aller chercher ses médicaments. Pendant ce temps, un homme mystérieux portant une casquette est entré discrètement chez elle. Quand Ji-yeon est rentrée, elle a été surprise de trouver Suho, calme comme toujours, qui l'attendait. Sans dire un mot, il a jeté le sachet de médicaments par terre et a dit froidement qu'il n'en avait pas besoin. Son attitude a mis Ji-yeon en colère. Elle lui a alors demandé « Si tu n'as pas besoin de moi, pourquoi tu es venu chez moi et pas chez Cheya ?» Elle a tourné les talons pour partir, mais juste au moment où elle allait s'éloigner, Suho a lâché ces mots « Tu m'as manqué ». Ji-yeon s'est figé, choqué par la panique dans ses yeux. Sa confession inattendue l'a bouleversée, mais malgré ça, elle a continué à s'en aller. Dans sa chambre, elle s'est sentie submergée par la solitude. C'est là qu'elle a vu 2 cartes mémoire posées sur son lit. En les visionnant, elle a découvert un enregistrement où Suho faisait des aveux pendant une interview avec un journaliste. C'est à ce moment-là que Ji-yeon a compris la vérité douloureuse. La personne qu'elle cherchait depuis tout ce temps, celle qui était présente lors du meurtre de sa sœur. C'était Suho. Ji-yeon a sombré dans la folie. Le lendemain, elle a reçu un autre choc. Son ancien petit ami, Min-sok, lui a révélé toute la vérité sur la mort de sa sœur. Suho avait refusé d'épouser Cheya, alors il avait amené Ji-yeon chez lui exprès pour rendre Cheya jalouse. Min-sok a raconté que cette nuit-là, Cheya avait frappé Ji-yeon, puis, prise de rage, avait jeté de l'argent dans la piscine, ce qui avait conduit à la noyade de Ji-yeon. Ce qui a encore plus blessé Ji-yeon, c'est quand Min-sok a laissé entendre que sa sœur avait peut-être pris de la drogue pour rembourser les dettes de leur mère. En larmes, Ji-yeon s'est énervé contre Min-sok pour avoir caché la vérité et détruit des preuves. Mais lui a simplement répondu que si ce n'était pas lui, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il lui a rappelé que les vrais coupables, c'étaient les riches et les puissants. Min-sok a expliqué que les pauvres n'avaient aucun droit de réclamer justice. Que la vérité est inventée par ceux qui ont le pouvoir.
Les faibles n'ont pas de voix, et peu importe à quel point ils souffrent d'injustice, personne ne les écoute. Ces mots ont détruit les derniers espoirs de Ji-yeon. Au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Peu importe combien elle criait, rien ne changerait. Peu importe combien elle pleurait, personne ne la consolerait. Pendant ce temps, Suho était dans une boutique de robes de mariée avec Cheya. Il essayait de l'aider à choisir une robe, mais il était ailleurs, incapable de se concentrer. Depuis la nuit où il avait avoué ses sentiments à Ji-yeon, il ne l'avait pas revue. Quand Cheya est sortie de la cabine en robe de mariée, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Suho n'était plus là. À ce moment-là, la meilleure amie de Ji-yeon l'a appelé pour lui dire que Ji-yeon avait laissé une lettre et avait disparu. Suho a cherché Ji-yeon partout, essayant de deviner où elle aurait pu aller. Finalement, il l'a trouvée dans un bar. Contrairement à d'habitude, elle était habillée de manière très provocante. Elle était tellement ivre qu'elle tenait à peine debout. On dit que trop de pression peut briser une personne. Ji-yeon avait changé. D'une voix pâteuse, elle a parlé de l'excitation de dépenser de l'argent sans réfléchir. Malheureusement, l'argent qu'elle avait mis des années à gagner était parti en seulement 4 jours. Bien sûr, l'argent est important, mais ce n'est pas tout. Pourtant, quand quelque chose a assez de valeur, on peut même acheter un cœur humain avec de l'argent. Ji-yeon s'est moqué de Suho, disant qu'un gars riche comme lui ne comprendrait jamais ce que ça fait de ne rien avoir. Elle a alors commencé à rêver d'une vie luxueuse, exigeant que Suho, qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, lui fasse goûter à cette vie de riche. Suho, rongé par la culpabilité, n'a pas pu dire non. La première chose que Ji-yeon lui a demandé, c'était une énorme maison. Pour Suho, ce n'était rien. Ensuite, elle est allée dans le restaurant où elle avait travaillé avant, a commandé le meilleur steak et le vin rouge le plus cher. Elle n'a pas oublié de demander une augmentation pour les employés du restaurant, ce qui a beaucoup énervé Cheya. Plus tard, Cheya est allée voir Suho à son bureau pour lui demander des explications. Elle voulait savoir si, au-delà de la culpabilité, il avait aussi des sentiments pour Ji-yeon. Suho a nié, mais Cheya était sûre qu'il aimait Ji-yeon plus qu'elle. Peu après, Ji-yeon est allée dans une boutique de luxe. Elle a jeté sa montre préférée, un cadeau de Ji-yeon, et en a choisi une qui valait aussi cher qu'une maison, que Suho a évidemment payé. Mais dès qu'elle est sortie, elle a donné la montre à une vieille dame qui ramassait des déchets dans la rue, comme si elle n'avait aucune valeur. Suho n'en pouvait plus. Il lui a demandé combien de temps elle comptait continuer comme ça. Et à sa grande surprise, Ji-yeon a répondu, « Jusqu'à ta mort ». Un matin, Suho a été réveillée par une alarme qui venait de la chambre de Ji-yeon. Le bruit incessant l'a inquiétée. Il l'a appelée, mais elle ne répondait pas. Sentant qu'il se passait quelque chose de grave, il a ouvert la porte et l'a trouvée inconsciente. Sans réfléchir, il l'a emmenée à l'hôpital, ignorant complètement Cheya qui était dehors, invisible à ses yeux. À l'hôpital, Suho était épuisée, physiquement et mentalement, après avoir veillé toute la journée au chevet de Ji-yeon. Mais quand elle s'est réveillée, elle ne lui a même pas dit merci. Au contraire, elle a menacé d'arracher sa perfusion s'il ne quittait pas la chambre tout de suite. Peu après, Cheya est aussi venue à l'hôpital. Mais Ji-yeon l'a ridiculisée, l'appelant pitoyable. Elle lui a alors révélé une vérité cruelle. Si Suho avait voulu se marier si vite, c'était uniquement à cause d'elle, Ji-yeon. C'est là que Cheya a compris la réalité douloureuse. Suho lui avait demandé sa main juste pour pouvoir aider Ji-yeon. Elle était anéantie, figée sur place. Aucune femme ne pourrait supporter une telle humiliation. Le lendemain, Cheya est allée voir le père de Suho pour lui dire qu'elle voulait annuler les fiançailles. Suho savait que c'était Ji-yeon qui avait tout provoqué, mais il ne se doutait pas que ce n'était que le début de sa vengeance. Déterminée à lui parler, Suho a retrouvé Ji-yeon et lui a demandé jusqu'où elle comptait aller. Avec un sourire glacial, elle lui a posé un ultimatum, il devait l'épouser. Le fils rebelle d'un grand groupe allait être forcé d'épouser une simple employée. Et pourtant, Suho n'a pas réussi à dire non. À la demande de Ji-yeon, ils ont dormi ensemble cette nuit-là. Pour garder un souvenir de ce faux moment de bonheur, Ji-yeon a forcé Suho à sourire pour une photo, même s'il n'en avait pas envie. Elle a ensuite publié la photo sur sa page personnelle, provoquant un choc général. Tout le monde pensait maintenant que Suho avait rompu avec Cheya à cause d'elle. Quand M. Shawn a appris le scandale, il a tout de suite donné l'ordre à Min-sok de découvrir la véritable raison de la rupture entre Suho et Cheya. Pendant ce temps,
Ji-yeon avait commencé à mettre en place son plan de vengeance. Sa première étape était de gagner la confiance du demi-frère de Suho, Su-chol, et de sa belle-mère. Tous les deux ont accepté sans hésiter de s'allier à elle, pensant que si Suho perdait le soutien de Cheya, il ne serait plus une menace pour leur héritage. Peu de temps après, Ji-yeon et Suho ont organisé une cérémonie de mariage privée, ce qui a beaucoup déplu à Monsieur Shawn. Même s'il était contre, il ne pouvait rien faire pour empêcher le mariage. Une fois mariés, Ji-yeon et Suho sont retournés dans la maison qu'ils appelaient maintenant chez eux. Mais même s'ils étaient légalement mariés, leur cœur restait éloigné. Suho savait que ses jours étaient comptés et voulait simplement vivre en paix jusqu'à la fin. Mais Ji-yeon n'avait aucune intention de lui offrir cette paix. Juste après le mariage, elle lui a ordonné de dormir dans une autre chambre, lui interdisant d'entrer dans la sienne. Chaque jour, Suho continuait à préparer le dîner avec soin, mais Ji-yeon ne le regardait même pas. Il savait très bien pourquoi elle l'avait épousé. Avec l'aide de la belle-mère et du demi-frère de Suho, Ji-yeon a vite obtenu le poste de directrice générale du fonds de charité du groupe Shawn. À partir de là, elle a utilisé ce titre pour mener plein d'actions caritatives. Ji-yeon construisait peu à peu une image d'ange bienveillante, sachant qu'une fois qu'elle aurait assez d'influence, les gens croiraient tout ce qu'elle dirait, même un mensonge. Avec le soutien financier de Suho, elle a organisé de grosses campagnes de dons, et les médias se sont empressés d'en parler. En apprenant cela, Monsieur Shawn a convoqué Min-sok chez lui pour le gronder. Même si Monsieur Shawn avait toujours préféré Suho, son vrai souci était la réputation de l'entreprise. Il n'aimait pas Ji-yeon et pensait qu'il fallait l'arrêter. Il a donc lancé un avertissement à peine voilé à Min-sok. S'il ne faisait rien, quelqu'un d'autre le ferait à sa place. Après réflexion, Min-sok a fait semblant d'obéir, mais comme il avait déjà commis plein de fautes dans le passé, il n'arrivait pas à agir contre Ji-yeon. À la place, il lui a offert une grosse somme d'argent pour qu'elle parte. Il l'a aussi prévenu que si elle restait, elle risquait gros. Mais Ji-yeon n'avait plus peur de rien et elle ne comptait pas fuir. Le lendemain, Ji-yeon a publié publiquement des documents confidentiels qui montraient les affaires illégales du groupe Shawn qu'elle avait secrètement enquêtées. Monsieur Shawn est entré dans une rage noire. Furieux que Min-sok ait échoué, il l'a renvoyé immédiatement. Ensuite, il a confié la mission de s'occuper de Ji-yeon à son directeur de confiance, Dae-chol. Un peu plus tard, Suho était au bureau en train de parler travail avec Cheya quand il a soudain eu un gros mal de tête et s'est effondré au sol. Cheya avait déjà remarqué que quelque chose n'allait pas chez lui, mais il ne lui avait jamais parlé de sa maladie. Inquiète, elle a décidé de faire semblant d'être sa fiancée pour pouvoir parler au médecin. C'est là qu'elle a découvert que Suho était gravement malade et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Il avait déjà perdu la moitié de sa vision, et si la maladie empirait, il deviendrait complètement aveugle. Cheya s'est souvenue de ce que Suho lui avait dit autrefois, et elle s'est mise à pleurer. Quand ils étaient encore fiancés, Suho lui avait promis que s'il survivait une année de plus, il l'épouserait. À ce moment-là, toute la colère qu'elle ressentait envers lui s'est envolée. Elle ne voulait qu'une chose, le sauver. Après beaucoup de discussions, Suho a finalement accepté de partir à l'étranger pour se faire soigner. Même s'il n'avait qu'1% de chance de guérir, il voulait tenter sa chance, pour Ji-yeon. Mais avant de partir, il voulait partager un dernier repas avec tout le personnel du restaurant, pour ne rien regretter. Avec l'aide de tous, Suho a réussi à inviter Ji-yeon à venir. Il avait préparé des petits cadeaux pour chaque employé et a lui-même mis un collier autour du cou de Ji-yeon, un collier qu'il gardait pour elle depuis longtemps. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire est apparu sur son visage. Avant qu'ils se séparent, Ji-yeon lui a demandé s'il avait quelque chose à lui dire. Elle lui a aussi demandé s'il se sentait malade, mais Suho a seulement répondu qu'il lui dirait tout à son retour. Ji-yeon parlait rarement ouvertement avec lui, mais cette fois, elle a sincèrement remercié de l'avoir aidé à enquêter sur l'affaire de sa mère et de sa sœur. C'était la première fois depuis leur mariage qu'ils étaient aussi calmes ensemble, même si Ji-yeon ne lui avait pas encore dit qu'elle lui pardonnait. Plus tard, ce soir-là, alors que Ji-yeon marchait seul dans la forêt, un homme vêtu de noir est soudain apparu et lui a couvert la bouche avec un tissu. Quelques instants plus tard, Suho l'a cherché et n'a trouvé que son téléphone par terre. Sur le rivage, il a vu une chaussure abandonnée. En s'approchant, Suho a vu le corps de Ji-yeon flotter dans l'eau, en train de couler doucement. Sans réfléchir, il a couru vers la mer et a plongé pour la sauver. Mais juste au moment où il allait l'atteindre, sa maladie l'a de nouveau frappé. Ji-yeon était là, devant lui, mais son corps ne répondait plus. Suho s'est battu contre les vagues,
mais ses forces l'ont abandonné. Finalement, son corps a coulé de plus en plus profondément dans l'océan. Son amour et sa culpabilité envers Ji-yeon ont disparu au fond de la mer. Par chance, Ji-yeon a été sauvée par les gardes-côtes. Quand elle a repris connaissance, elle a vu Suho allongé à côté d'elle, recevant des soins d'urgence. Elle n'arrivait pas à y croire. En s'approchant, elle a compris, Suho ne respirait plus. Ses larmes ont commencé à couler, mais il était trop tard. Suho était parti pour de bon. En apprenant la terrible nouvelle, Monsieur Shawn s'est précipité sur les lieux. Il refusait de croire que son fils préféré était mort. Quand il a demandé ce qui s'était passé, Ji-yeon a avoué que tout était de sa faute. Elle savait que Monsieur Shawn avait envoyé quelqu'un pour la tuer, mais à cause de cela, c'était Suho qui avait perdu la vie. Pourtant, même face à ces accusations, Monsieur Shawn a refusé d'admettre que ses actions avaient conduit à la mort de son fils. Il a tout mis sur le dos de Ji-yeon. Alors que la dispute devenait plus intense, Cheya, qui était restée silencieuse jusque-là, a enfin parlé. Elle a révélé à tout le monde que Suho était gravement malade depuis longtemps. Ces paroles ont laissé tout le monde sous le choc. Accablée par la tristesse, Cheya a supplié qu'on arrête de se rejeter la faute. On a découvert que Suho avait laissé un testament à ses proches, y compris à son père. Même si sa lettre était courte, elle exprimait profondément ce qu'il ressentait vraiment, des mots qu'il avait gardés en lui depuis longtemps. Après les funérailles, Ji-yeon est allé voir la police et a demandé qu'une enquête soit ouverte sur la mort de Suho. Mais les autorités ont réagi avec indifférence, laissant entendre que Suho avait peut-être mis fin à ses jours à cause de sa maladie. En voyant ce même mépris que celui qu'elle avait déjà rencontré dans l'affaire de sa sœur, Ji-yeon a été prise d'une grande colère. Cette fois, elle s'est fait une promesse, elle ferait éclater la vérité, quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, Ji-yeon était déterminée à ce que l'enquête de police soit menée sérieusement. Elle a même contacté des journalistes pour leur demander de suivre de près l'évolution de l'affaire. Mais, malgré la mort de son fils, Monsieur Shawn est resté impassible. Plutôt que de réfléchir à ses actes, il a ordonné à Dae-chol d'enlever Min-sok. Quand Min-sok a repris connaissance, il a compris que son ravisseur n'était autre que Dae-chol. Il n'a pas mis longtemps à deviner que Dae-chol était derrière la tentative de meurtre de Ji-yeon. Dae-chol a alors tracé du sang de Min-sok avec un couteau pour l'accuser de vouloir tuer Ji-yeon, et l'a forcé à écrire une fausse confession. Mais Min-sok n'a pas abandonné si facilement. Profitant d'un instant d'inattention, il s'est défendu contre les gardes et a réussi à s'échapper. Désespéré, il a supplié Ji-yeon de l'aider. Tombé à genoux, les larmes aux yeux, Min-sok a imploré Ji-yeon de lui pardonner et lui a promis de tout révéler. Cheya, de son côté, est également allé voir Ji-yeon après la mort tragique de Suho. Finalement, les deux femmes ont accepté de s'allier contre Monsieur Shawn, mais sans preuve solide, leur chance de succès était mince. Pour faire éclater la vérité, Cheya a confronté Monsieur Shawn, l'avertissant que Min-sok détenait des preuves accablantes contre le groupe Shawn. Pris de panique, Monsieur Shawn a aussitôt ordonné à Dae-chol de déplacer tous les documents importants. Mais Ji-yeon et Min-sok ont intercepté l'opération et ont sécurisé les papiers avant qu'on ne puisse les détruire. Peu après, Monsieur Shawn a mené ses hommes à la planque où se trouvait Min-sok. Alors que Dae-chol s'apprêtait à forcer la porte, Min-sok a soudain sorti un pistolet, et la situation a dégénéré. Monsieur Shawn, voyant là une occasion, a proposé à Min-sok 10 milliards de wons pour tuer Ji-yeon. Il lui a même juré qu'une fois la mission accomplie, il ne s'occuperait plus de lui. Quelques instants plus tard, le portable de Min-sok a vibré. Le virement venait d'être confirmé. Monsieur Shawn a alors ordonné l'exécution de Ji-yeon. À la stupeur générale, Min-sok a braqué son arme sur elle et a tiré sans hésiter. La balle touchant Ji-yeon, elle s'est sentie sombrer dans un gouffre sans fond, tout comme Suho avant elle. Pourtant, un léger sourire est apparu sur son visage, convaincue qu'elle retrouverait bientôt sa mère, sa sœur et son mari. Même après avoir vu Ji-yeon paraître morte, Monsieur Shawn ne se sentait pas tranquille. Son doute s'est accentué quand Dae-chol a rapporté que le corps de Ji-yeon n'avait pas été retrouvé. À cet instant, il a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. En fait, tout faisait partie d'un plan minutieux élaboré par Ji-yeon, Min-sok et Cheya. Ji-yeon n'avait subi que des blessures légères, et Cheya l'avait sauvé in extremis. Dès le début, elles avaient installé des caméras de surveillance dans la maison pour enregistrer la tentative de corruption de Monsieur Shawn. Une fois rétabli, Ji-yeon n'a pas perdu de temps pour riposter.
Elle est d'abord allée dans un cybercafé et a mis en ligne la vidéo où Monsieur Shawn tente de soudoyer Minsook pour la faire tuer. Ensuite, elle a lancé un live stream sur une place publique bondée. Grâce à sa notoriété, sa diffusion a rapidement attiré passants et journalistes. Pendant la retransmission, Ji-yoon a dévoilé la vérité tragique sur les décès de sa mère et de sa sœur. Elle a raconté combien elle s'était battue pour connaître les faits, pour n'obtenir que silence et indifférence. Elle a aussi dénoncé la conclusion hâtive de la police sur la mort de Suho. Quels que soient ses cris pour la justice, personne n'avait écouté. Puis, Ji-yoon a fustigé les puissants pour leur mépris de la vie humaine. Désignant Monsieur Shawn, elle l'a confronté publiquement. Cheya, à ses côtés, a pris la parole pour témoigner. Cheya a ensuite courageusement avoué son rôle dans plusieurs faits passés. Elle a admis qu'elle n'avait jamais vraiment compris la douleur de Ji-yoon après tous ces drames, et que ce n'est qu'après la mort de Suho qu'elle a réalisé l'ampleur de sa souffrance. Submergée par le remords, Cheya est tombée à genoux devant Ji-yoon pour lui présenter ses excuses les plus sincères. Ji-yoon s'est alors tourné vers Monsieur Shawn, attendant sa réaction. Mais ce dernier est resté impassible. Il a refusé de reconnaître ses torts, s'est détourné et est parti sous un tonnerre d'indignation populaire. Avec la pression des manifestations réclamant justice, Monsieur Shawn a finalement été arrêté par la police. Ji-yoon était persuadé qu'avec la vidéo, il serait facile de le condamner. Mais, contre toute attente, Daechol a tenté de discréditer la preuve en évoquant la relation passée entre Ji-yoon et Minsook, affirmant qu'il fallait d'abord vérifier l'authenticité du film. Daechol les a accusés d'avoir monté une machination pour extorquer 10 milliards de wons, et de dire que Minsook avait pris l'argent et disparu. Mais au moment crucial, Minsook est apparu en cours, brandissant un chèque de 10 milliards de wons. Volontairement, il est venu témoigner, révélant la vérité sur tout l'incident. Cheya était aussi présente. Elle a admis publiquement avoir agressé la sœur de Ji-yoon. Toutefois, quand le juge l'a accusée d'avoir incendié le centre pour tuer un bum, elle s'est défendue en expliquant que c'était un piège. Contre toute attente, la police avait déjà arrêté un bum avant l'incendie, et il était toujours en vie. Avec des preuves irréfutables contre eux, Monsieur Shawn ne pouvait plus nier ses crimes. Le verdict du tribunal a condamné Monsieur Shawn, Daechol, Minsook et un bum à la peine qu'ils méritaient. Quant à Cheya, elle a été libérée. Il n'y avait pas de preuves directes l'accusant de la mort de Ji-yoon. Ainsi, tous les conflits ont pris fin. Enfin, Ji-yoon a ouvert la lettre que Suho lui avait écrite avant de mourir. Les souvenirs de leur passé sont revenus en elle, et ses larmes ont coulé. Peut-être, à cet instant, Ji-yoon a-t-elle vraiment accepté Suho comme son mari. Et l'histoire s'est achevée. Morale de cette histoire. Si l'ex de votre fiancé débarque avec un sac ensanglanté, dites-lui simplement non merci et partez. Et n'oubliez pas que les problèmes des riches, c'est comme les soap opéras, divertissants à regarder, mais vous ne voulez surtout pas en être la star.